Et cette émission, Bénin ce jour se poursuit, mesdames, messieurs, l'émission matinale qui vous donne le tonus de passer, de l'énergie également pour passer une bonne journée, une très belle journée. Cette fois-ci, nous sommes au dernier numéro de la semaine, nous sommes le vendredi. Le week-end, il est là. Et déjà, je vous sens déjà très actif pour passer un très bon week-end. Mais avant, on va vous passer une dernière rubrique dans cette émission, c'est bon à savoir. La rubrique animée par Louis Assogba. Louis Assogba, vous avez le plateau pour tout nous dire dans Bon à savoir. Bon à savoir d'aujourd'hui, nous allons parler d'un homme panafricaniste, le précurseur même du panafricanisme en Afrique. Alors, vous allez découvrir cette personnalité. Le 27 avril 1972, il y a 50 ans, disparaissait loin de son pays le premier chef d'État ghanéen, Kwame Nkrumah, atteint d'un cancer. L'homme vivait en exil depuis son renversement du pouvoir par les militaires en 1966. Artisan de l'indépendance du Ghana, le leader nationaliste était accusé d'avoir ruiné son pays économiquement et causé la perte de son régime par sa mégalomanie et le culte de personnalité. L'homme n'en reste pas moins un penseur majeur de l'unité africaine. Pour les historiens, la radicalité de sa pensée panafricaniste en avant sur son temps était la véritable cause de sa chute. Le 24 février 1966, Kwame Nkrumah, premier président de la République du Ghana, est renversé suite à un coup d'État. L'armée ghanéenne profita de l'absence du pays de ce dernier en visite officielle en Chine pour s'emparer du pouvoir. Le Ghana devenait ainsi le 7e pays en Afrique noire à se voir frappé par le syndrome de coup d'État militaire depuis le début des indépendances dans les années 1960. Le mécontentement contre le régime grondait depuis plusieurs années, comme en témoigne la multiplication des grèves et des manifestations qui se déroulaient à travers le pays pour protester contre la pratique de plus en plus mégalomaniaque et solitaire du pouvoir par le chef de l'État. À l'annonce du coup d'État, la population descendit dans la rue pour fêter la chute de Nkrumah, allant jusqu'à traîner à terre la statue du président qui se levait devant le Parlement. Pour expliquer leur coup de force, les putschistes évoquaient la grave crise économique que traversait le pays, sa dette extérieure insupportable, l'épanouissement des rêves nationaux, des pénuries qui frappaient la population, le chômage, la dévaluation de la monnaie ainsi que la dérive totalitaire du Convention People Party, CPP. Formation du président déchu. Certains historiens voient derrière ce putsch la main de puissance occidentale, aux yeux desquelles le rapprochement du leader ghanéen avec l'Union soviétique et la Chine, doublé de son engagement pour l'unité panafricaine et le nationalisme économique, le plaçait de facto dans le camp des communistes. D'ailleurs, des documents du département d'État américain déclassifiés depuis ont clairement montré que le putsch avait été mené, comme l'a écrit le sociologue et le militant tiers-mondiste Jean Ziegler, par 2 officiers subalternes intimement liés à l'intelligence service britannique. Déclaré persona non grata au Ghana par le Conseil de libération qui prit le pouvoir à Accra, Kwame Nkrumah ne remettra plus les pieds de son vivant dans son propre pays. Il trouva asile en Guinée où il restera jusqu'à la fin de ses jours, avant de mourir de cancer dans un hôpital à Bucarest en 1912. La nation ghanéenne a pourtant ovationné Kwame Nkrumah lorsque, en 1957, celui-ci arracha l'indépendance du pays aux colonisateurs britanniques. Il fut même immensement populaire jusqu'au moment où son mythe commença à s'effriter sous la pression
de la réalité du pouvoir, transformant l'homme providentiel en un dictateur. On nie, alors même que sa pensée visionnaire sur l'intégration africaine commençait à s'enraciner dans les esprits à travers le continent. Aux yeux de l'élite africaine, l'auteur de l'Afrique doit s'unir était devenu le symbole vivant du panafricanisme. C'est un intellectuel, notamment Kenya Ali Mazrou, qui résume en une formule éloquente le paradoxe de Nkrumah. Il est devenu simultanément un héros africain et un dictateur ghanéen. Les contemporains de Nkrumah étaient loin d'imaginer que cet homme d'État progressiste, pour qui la politique était un moyen de libérer son peuple et l'instrument pour unir l'ensemble du continent africain, finisse sa carrière dans la tyrannie et la déchéance. Né en 1909 dans une famille modeste, dans un village du sud-ouest de l'actuel Ghana, qu'on appelait à l'époque la Côte de l'Or, le jeune Kwame Nkrumah s'était élevé par la force de son intelligence et de ses aspirations. Son premier cycle d'études terminé, il partit en 1935 pour les États-Unis où il fit des études d'économie et de sociologie à l'Université noire de Lincoln. C'est pendant son séjour outre-Atlantique qu'il découvrit les thèses socialistes marxistes de Marx, Lénine, mais aussi les auteurs américains, les auteurs noirs américains bien sûr, tels que Marcus Garvey ou encore W.E.B. de Dubois. La pensée panégriste et panafricaniste de ces derniers alimenta sa propre prise de conscience et le transforma en un nationaliste africain. En 1943, le jeune Nkrumah publia son premier pamphlet anticolonialiste, Tonwa Colonial Freedom, qui se veut à la fois analyse des ressorts de l'exploitation occidentale et dénonciation de celle-ci comme outil d'oppression coloniale. Parallèlement, il se lança dans le militantisme, rejoignant l'Association des étudiants africains des États-Unis et du Canada, dont il deviendra même le président. Son goût pour le militantisme le conduisit même ensuite en Angleterre, où il s'imposa très vite comme un des hommes clés du mouvement panafricain. À ce titre, il organisa le 5e congrès panafricain qui se tient à Manchester en 1945. Le séjour en Angleterre de Nkrumah fut aussi l'occasion pour le jeune nationaliste panafricaniste de nouer des contacts avec la diaspora africaine, dont le Zambien Kenneth Nkunda, le Kenya Jomo Kenyatta, le Zimbabwéen Joshua Nkomo, ainsi que le Tanzanien Julius Nyerere, qui était encore étudiant, mais qui allait bientôt jouer des rôles de premier plan dans le mouvement anticolonial dans leurs pays respectifs, avant de prendre pour certains les rênes du pouvoir, une fois l'indépendance acquise. Alors, si on doit dire que Kwame Nkrumah est la bête noire des colons, cela ne va pas tarder, parce que une fois rentré dans son pays, où sa réputation de militant indépendantiste l'avait précédé, faisant de son nom synonyme de radicalisme aux yeux de l'administration coloniale de la Gold Coast. C'est ce qui explique que dès son retour au pays en 1947, Nkrumah devient alors la bête noire des colons. L'administration coloniale ne tardera pas à le jeter en prison pour agitation politique, faisant de ce militant quadragénaire le héros de la population ghanéenne, qui aspirait à la liberté et à l'indépendance. Rejetant la confrontation, Kwame Nkrumah fit le choix de la collaboration avec l'occupant britannique. C'est l'origine du mythe Nkrumah, symbole vivant du nationalisme africain éclairé qui privilégia la voie de la négociation pour libérer son pays.
Devenu alors leader du mouvement indépendantiste, Kwame Nkrumah créa en 1952 son propre parti, le CPP, qui remporta triomphalement les élections locales et entra dans le gouvernement colonial. Désormais, le CPP participe aux côtés des Britanniques à la gestion politique du pays jusqu'à l'avènement de l'indépendance 5 ans plus tard. Le 6 mars 1957, la Côte d'Or se libéra du joug colonial et se fait baptiser Ghana en hommage à l'ancien empire Ashanti. Le Ghana fut le deuxième État africain à accéder à l'indépendance après le Soudan en 1956. Nkrumah est nommé Premier ministre du Ghana libre, puis président après l'introduction de la nouvelle constitution ghanéenne en 1960. Installé au pouvoir, le leader ghanéen n'abandonne pas pour autant ses idéaux panafricanistes et s'intéresse aux autres pays du continent plongés dans la lutte coloniale. Le nationalisme africain ne se limite pas seulement à la Côte d'Or, affirma-t-il, rappelant lors des nombreuses réunions panafricanistes qu'il accueille dans son pays que la décolonisation nationale n'était pas la deuxième étape du combat anticolonial, mais le point de départ de la lutte pour une Afrique réunie. Sous l'égide de Nkrumah, le Ghana devient, dans les années 1960, le refuge très recherché des panafricanistes du monde entier, notamment celui des Africains, Américains, dont les ouvrages avaient permis de structurer la pensée politique du futur président ghanéen. Outre le célèbre docteur W.B. Du Bois, à qui Nkrumah rendit hommage en lui accordant la nationalité ghanéenne, Kwame a accueilli de nombreux militants et intellectuels reconnus pour leur contribution à la réflexion sur l'identité noire. Parmi les artistes et intellectuels qu'Accra a accueillis à bras ouverts pendant ses premières années d'indépendance, on peut citer la poétesse Maya Angelou, le militant Malcolm X, que vous connaissez, la communiste Vicky Holmest Gavin, l'essayiste Julius Mahifield, pour ne citer que cela. Parallèlement, jouant l'idéologie à l'action, le leader ghanéen propose dès 1958 une union fédérale de la Guinée mise au banc de la communauté française pour avoir osé dire non à De Gaulle. En guise de soutien à son ami, le président Sékou Touré lui accorda un prêt de 25 millions de dollars lorsque la France coupa les ponts brutalement avec Conakry suite à la déclaration d'indépendance de son ancienne colonie en 1958. En 1960, Nkrumah va encore plus loin en inscrivant dans la constitution du Ghana la possibilité d'un abandon de souveraineté au profit d'une fédération africaine, suivant ainsi dans les pas de Sékou Touré, qui avait été le premier Africain à avoir envisagé une telle éventualité. En 1963, avec ses pairs, Nkrumah fonde l'organisation de l'Union africaine qu'on appelle OUA, prédécesseur de l'Union africaine actuelle. Son discours à la cérémonie de la signature du traité créant cette première entité panafricaniste exalta les participants, mais aliéna le camp conservateur. Je fais partie de ceux qui pensent, explique Hamzat Boukari Hamara, auteur d'une histoire exhaustive du panafricanisme, que c'est la radicalité de la vision panafricaniste de Nkrumah appelant à la création des États d'Afrique comme le seul rempart possible contre le néocolonialisme et la poursuite de l'exploitation du continent par les grandes puissances qui était peut-être la véritable cause de la ruine de ce grand homme, en avance sur son temps. Aujourd'hui encore, près de 50 ans après la disparition de Nkrumah, son idée de l'abandon de la souveraineté des États au profit d'une Union africaine fait débat et divise les pays africains. De surcroît,
En cette période de guerre froide, la radicalité du projet panafricaniste de Nkrumah était perçue par les ex-puissances coloniales comme une manœuvre soviétique pour soumettre toute l'Afrique au communisme en l'arrachant à leurs influences. À cette inquiétude, il faut sans doute ajouter la misère et le mécontentement qui était réel à l'époque au Ghana, tout comme l'était le goût pour le culte de la personnalité du premier président ghanéen dans les dernières années de son règne. Bref, une somme de consistances, j'allais dire, une somme de circonstances peu favorables justifiant le coup d'État du 24 février 1966 aux yeux des adversaires intérieurs comme extérieurs du régime. 50 ans après le coup d'État, Nkrumah reste un grand Africain en raison de la portée visionnaire de son ambition panafricaniste, affirme le chercheur Bokari Amara. Parallèlement à la réconciliation des Ghanéens avec leur père fondateur est un work in progress. L'audience retrouvée du parti de Nkrumah, le CPP, que dirige aujourd'hui sa fille Samia Nkrumah, en est peut-être le signe. Voilà ce qu'on peut dire de ce grand homme panafricaniste que je viens de vous présenter. Quitte à vous d'aller, pourquoi pas, fouiller davantage dans son parcours. Merci à tous. Bon à savoir. Auspice. À bientôt. Merci également à vous, Louis Assogba, pour votre rubrique, mesdames, messieurs. Ce serait donc tout pour ce numéro de Bénin ce jour, le dernier de cette semaine. Je vous rappelle que c'est cette émission matinale, la matinale sur Speedline Télévision qui passe tous les lundis, les mercredis, également les vendredis sur votre télévision préférée. Speedline Télévision, nous faisons toujours un peu plus pour vous ressembler, pour répondre un peu à vos aspirations. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Prenez soin de vous, des autres également. Que Dieu nous garde et passez un très bon week-end.